Le titre de ma communication prend la forme d'une question. La relation d'un voyage de Paris en Limousin peut-elle encore attirer nos larmes? L'expression « attirer vos larmes » est empruntée à des vers de La Fontaine qui figurent au début de la lettre 4 de la relation. Vers dans lesquels l'épistolier décrit l'effet d'une peinture affligeante sur sa lectrice. Il s'agit de la peinture de la chambre du château d'Amboise, dans laquelle le surintendant des finances Nicolas Fouquet a été retenu prisonnier peu après son arrestation, du 4 au 25 décembre 1661. Je cite ces vers. « Vous peindre un tel appartement, ce serait attirer vos larmes. Je l'ai faite insensiblement, cette plainte a pour moi des charmes. » Il y a au moins un illustre lecteur du siècle suivant qui a fait part de son émotion à la lecture de ce passage. Il s'agit de Chamfort, qui, dans son éloge de La Fontaine de 1774, après avoir tracé les traits d'un La Fontaine privé de la faveur royale, mais objet des bienfaits de tous, emploie la péroraison de son discours à peindre la reconnaissance et la fidélité amicale du poète, exemplifiée, entre autres, par le passage de la 4e lettre de la relation que je viens de lire. Je cite Chamfort. « Il aimait, c'était sa reconnaissance, et ce fut celle qu'il fit éclater envers le malheureux Fouquet. J'admirerais sans doute, il le faut bien, un chef-d'œuvre de poésie et de sentiment dans sa touchante élégie sur cette fameuse disgrâce. Mais si je le vois, 2 ans après la chute de son bienfaiteur, pleurer à l'aspect du château où M. Fouquet avait été détenu, s'il s'arrête involontairement autour de cette fatale prison dont il ne s'arrache qu'avec peine, si je trouve l'expression de cette sensibilité non dans un écrit public, monument d'une reconnaissance souvent fastueuse, mais dans l'épanchement d'un commerce secret, je m'écrirai avec lui. Qu'un ami véritable est une douce chose. Ô La Fontaine, essuie tes larmes, écris cette fable charmante des 2 amis, et je sais où tu trouves l'éloquence du cœur et le sublime de sentiment. Je reconnais le maître de cette vertu qu'il nomme par une expression nouvelle, le don d'être ami. » Alors ce discours est un éloge d'un poète par un autre poète, et cet éloge se fonde sur un critère éthique aussi bien qu'esthétique, la sensibilité, disposition d'âme et de plume que revendique tout particulièrement le XVIIIe siècle. Il pourrait donc y avoir quelque anachronisme à prendre au sérieux, en quelque sorte, la lecture de Chamfort tel qu'il se peint lui-même, lisant La Fontaine, et à poser la question, la relation d'un voyage peut-elle encore attirer nos larmes ? Aussi bien l'objectif de cette réflexion n'est-il pas de répondre positivement à cette question, par oui ou par non, mais en jetant des ponts entre le poète du XVIIe siècle et celui du XVIIIe siècle, mais aussi les lecteurs actuels, de faire entendre, peut-être à bas bruit, une lecture de la relation qui fasse place à la sensibilité, pour employer le terme de Chamfort, ou à la plainte, pour employer le terme de La Fontaine lui-même, qui la traverse par éclipse, et à décrire le type de lien qu'elle établit avec et entre ses lecteurs. Alors la réception actuelle de la relation d'un voyage ne l'attire pas du côté des larmes, et ce pour de nombreuses raisons indiscutables. Son style peut être rapporté avec fruit aux caractéristiques de l'esthétique galante, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, au ton badin de la conversation entre honnêtes gens, à l'enjouement, la gaieté, au refus du sérieux, et dans une moindre mesure, au refus du pathétique. Mais cette description paraît encore trop simple, puisqu'un autre principe majeur de cette esthétique galante, principe que La Fontaine revendiquera tout particulièrement dans son œuvre, c'est la diversité. À ce titre, il ne paraît pas surprenant que se mêlent dans les lettres de la relation le ton piquant et l'émouvant. L'émouvant, et pas le grand pathétique d'ailleurs, mais plutôt le domaine de l'élégiaque, caractérisé par la douceur, et qui vise à l'attendrissement et à la communion des cœurs. Ce La Fontaine élégiaque n'est naturellement pas ignoré de la critique. Il a ses emblèmes dans l'œuvre du poète. Par exemple, l'hymne à la volupté, à la fin des amours de Psyché et de Cupidon, et ces vers que l'on convoque souvent pour esquisser le portrait d'un La Fontaine mélancolique. Alors je les cite. « J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » Avant cela, à la fin du poème Adonis, offert à Fouquet en 1658, il y a les plaintes de Vénus à la mort d'Adonis, éloquentes comme une niobé, comme une Didon, d'après les termes de Marc Fumaroli dans Le Poète et le Roi. La Fontaine élégiaque se trouve aussi bien sûr dans ses fables.
Les exemples seraient trop nombreux, mais on peut citer Philomèle et Progné, qui fait entendre la voix du rossignol plaintif, et surtout peut-être la série des fables dans lesquelles on entend ou croit entendre les confidences émues du fabuliste, comme le songe d'un habitant du Mogol ou les 2 pigeons, qui s'achèvent sur ce vers bien connu « Ai-je passé le temps d'aimer ». On a pu lire dans la relation d'un voyage un laboratoire des fables. On pourrait y reconnaître, par exemple, la trame et les thèmes de la fable des 2 pigeons. Un pigeon part et l'autre reste. Les adieux entre les 2 volatiles sont tendres. Dans la relation, il s'agira des adieux entre Jeannard et sa femme. Le pigeon voyageur a le désir de voir, expression que l'on trouve dans la lettre 2 de la relation, et le souci de désennuyer le pigeon resté au logis, comme La Fontaine sa lectrice. Déterminer si La Fontaine songeait ou non à ses futures fables en écrivant Le Voyage, et quel déplacement considérable de sens produit le passage d'une forme à une autre, de la relation ornée à la fable en vers, et comment y sont travaillés enfin les hypotextes antiques et modernes du poète, nous entraînerait trop loin de notre sujet. Concluons simplement que le lecteur d'à présent peut apprécier et méditer de tels échos. Du côté d'un La Fontaine plaintif, enfin, il y a ses élégies. 4 élégies amoureuses à Climène, et l'élégie pour MF, ou pour Fouquet, plus connue actuellement sous le nom d'élégie aux nymphes de Vaux, dans laquelle La Fontaine demande aux nymphes de Vaux de pleurer le sort du surintendant, sur lequel le malheur s'est abattu en septembre 1661. C'est ce poème qu'Alec Chamfort dans son éloge de La Fontaine. Alors, ce qu'il faut souligner d'abord peut-être, c'est que les élégies de La Fontaine ont joui et jouissent encore d'une réception très contrastée. Les élégies amoureuses sont généralement décrites comme des jeux sophistiqués, toutes de convention, topoi, postures élégiaques, à lire avec la même distance amusée que le poète s'est lui-même mis en scène. Et il y a bien souvent urgence du côté de la critique à établir que La Fontaine n'y met pas son cœur à nu. L'élégie pour Fouquet, quant à elle, est au contraire distinguée pour son intensité lyrique et même pour sa sincérité, selon des critères que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'elle est transmise. C'est ce qui, à mon avis, rend fructueuse la convocation de l'éloge de Chamfort pour une lecture actuelle de la relation d'un voyage. Éloge dans lequel Chamfort compare l'élégie pour Fouquet à la lettre 4 de la relation, en accordant sa préférence à cette dernière. Chamfort dessine ainsi un corpus élégiaque dans l'œuvre de La Fontaine, dont l'origine ou la part la plus sensible ou sincère se trouverait dans la relation d'un voyage. Ce corpus élégiaque, il l'articule à un type de lien, l'amitié. Et il établit des distinctions génériques auxquelles il attribue la programmation d'effets différents. Ma question étant justement de savoir si les effets que Chamfort décrit sont encore actualisables et à quelles conditions. Un retour plus précis à la lecture de La Fontaine par Chamfort s'impose donc, où l'on verra que ce dernier réécrit en partie le début de la lettre 4, démarche proprement rhétorique liée à l'exercice de l'éloge. Alors je ne relis pas l'éloge de Chamfort. On a pu noter que chez Chamfort, la figure de Fouquet n'est pas convoquée pour faire de La Fontaine un genre de résistant à l'absolutisme royal, mais bien comme un ami. Alors je vous propose de laisser flotter le contenu notionnel d'un tel lien pour dire quelques mots de la logique qui informe le discours de Chamfort. Donc, il s'agit d'un éloge de La Fontaine qui lui fait remporter le prix annuel de l'Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille le 25 août 1774. Le passage que j'ai lu en constitue la péroraison. L'éloge de La Fontaine culmine donc avec le don d'être ami, expression que Chamfort emprunte à la fable Le Renard anglais. Alors l'éloge n'a pas vocation évidemment à décrire objectivement la lettre 4 de La Fontaine. Mais le don d'être ami, au contraire, doit faire honneur à La Fontaine ainsi qu'à Chamfort lui-même, dont les accents lyriques prouvent la propre sensibilité, le propre don d'être ami, l'éloge donnant forme à l'amitié qui relie le poète du XVIIe siècle à celui du XVIIIe siècle. Alors, ces caractéristiques de l'éloge ne disqualifient pas la convocation du texte de Chamfort pour lire la lettre 4 de la relation. Ce qui importe ici n'est pas de louer la sensibilité de La Fontaine avec Chamfort, mais de comprendre sur quelles caractéristiques il s'appuie pour reconnaître dans la lettre 4 la source de l'éloquence du cœur et du sublime de sentiment qui diffuse dans l'œuvre de La Fontaine. Alors Chamfort, dans son éloge, commence par concéder son admiration à l'élégie pour Fouquet. Je cite « J'admirerais sans doute, il le faut bien,
un chef-d'œuvre de poésie et de sentiment dans sa touchante élégie sur cette fameuse disgrâce. Mais c'est pour mieux accorder sa préférence à la lettre qui décrit La Fontaine à Amboise. Chamfort peint alors un véritable tableau. Mieux, il anime la scène dans une touchante hypotypose. Il voit La Fontaine pleurer à l'aspect du château. Or, dans la lettre 4 de la relation, ces larmes sont en réalité non pas celles de La Fontaine, mais celles qu'il prête à sa lectrice ou à ses lecteurs. Je cite, « Ce serait attirer vos larmes ». Avec la scène d'Amboise, plutôt que d'admiration, il y a véritablement communion entre Chamfort et La Fontaine, ce qui se traduit par un cri du cœur dans lequel Chamfort apostrophe le poète du siècle précédent. « Ô La Fontaine, essuie tes larmes », écrit cette fable charmante des deux amis, et je sais où tu trouves l'éloquence du cœur et le sublime de sentiment. Les distinctions faites par Chamfort s'appuient sur des critères génériques auxquels il articule des scènes de destination différentes. L'élégie, d'un côté, est un écrit public, monument d'une reconnaissance souvent fastueuse, qui pourrait bien servir la gloire du poète et de la poésie, autant, sinon plus, que celle du surintendant. La lettre, de l'autre côté, est épanchement d'un commerce secret. Là serait l'accès le plus direct au cœur. Chamfort semble donc considérer que les lettres de La Fontaine ne sont destinées qu'à sa femme, à moins que le commerce secret puisse désigner un petit groupe de lecteurs de Château-Thierry, scène de réception la plus vraisemblable des lettres. Voilà donc le texte de la lettre 4 que dessine la lecture de Chamfort. Avant de revenir plus précisément à cette fameuse lettre, j'aimerais me tourner brièvement vers l'ensemble de la relation d'un voyage pour y relever d'autres manifestations de cette éloquence de cœur dont la source serait le don d'être ami de La Fontaine. Que La Fontaine ait été frappé ou non par l'ordre d'exil qui frappe Jacques Janard, son oncle par alliance, ne lui interdit pas de prendre ponctuellement pour modèle les grands poètes de l'exil que sont par exemple Ovide et Dante, comme le souligne Damien Fortin dans son édition de la Relation. Un possible premier emprunt à Ovide se situe au début de la lettre 1, quand La Fontaine décrit le départ des voyageurs. Alors, je n'ai pas le temps de lire le début de cette lettre, mais de cette scène de départ des tristes d'Ovide, La Fontaine retient l'affliction des amis présents et les gens éplorés et sanglotants. Là, je cite Ovide. Certes, la scène est loin d'être aussi pathétique que chez Ovide. Il n'y a pas lieu, cependant, de ne pas prendre au sérieux les condoléances des amis, c'est le terme de La Fontaine, et les processions de gens abattus et tombés des nues qu'il décrit. En outre, quand il précise qu'il ne pleure pas, l'épistolier dit bien que la scène est propre à susciter les larmes. En somme, comme La Fontaine lui-même, qui souligne peu après que l'ordre du roi a coïncidé avec sa propre fantaisie de voyager, on pourrait dire que le style de la relation, c'est, je cite, « profiter des malheurs des deux voyageurs », c'est-à-dire faire contre mauvaise fortune bon cœur. Dans la lettre 2, on assiste à une brève scène de séparation de Janard et de sa femme, pressés par le cocher, dont les adieux sont tendres. À Étampes, toujours dans la lettre 2, les voyageurs regardent avec pitié les vestiges d'un des affrontements les plus sanglants de la Fronde. Dans la lettre 5, alors qu'ils visitent une pièce du château de Richelieu tapissée de portraits, La Fontaine écrit « Je les regardais d'aussi bon cœur que je voudrais voir votre oncle à 100 lieues d'ici ». Phrase dans laquelle paraît le sentiment douloureux de l'épistolier et de sa lectrice vis-à-vis de l'exil de l'oncle de cette dernière. En conclusion de ce très très bref parcours, il n'y a certes pas matière à constituer un contre-texte élégiaque de la relation d'un voyage, dont La Fontaine précise dès le préambule à sa femme, dans la lettre 1, qu'il ne s'agira pas d'un récit du genre sérieux. La plainte n'en constitue pas une dominante. Mais il faut y prendre garde si on veut rendre honneur au souci de diversité de La Fontaine et ne pas s'empresser de lire ces quelques passages avec une distance bien comprise. La plainte de la visite du château d'Amboise, enfin, ne se détache que mieux d'un récit généralement plaisant. Alors, le château d'Amboise fait partie des 3 châteaux que le poète s'arrête à décrire plus longuement que les autres, avec ceux de Blois et de Richelieu aux lettres 3 et 5. On peut commencer par noter que La Fontaine donne de ces châteaux des descriptions fidèles aux principes qui régissent l'écriture de la relation, dont le premier est sans doute de ne pas ennuyer ou de désennuyer sa lectrice et ses lecteurs. Ces descriptions sont informées par des contraintes, comme le note Claude Mignot dans son article « Le regard de La Fontaine sur l'architecture et le paysage dans la relation ».
Donc, quelles sont ces contraintes? Il s'agit de s'adapter à sa correspondante, décrite en lectrice de romans. Le voyageur n'est pas libre de son temps, mais souvent pressé par le cocher. Et la relation du voyage est écrite de façon différée par rapport aux étapes du voyage elles-mêmes. D'après Claude Mignot, La Fontaine se comporte ainsi le plus souvent dans ses descriptions, en badaud, en touriste avant l'heure, plus sensible aux souvenirs historiques, aux curiosités et aux anecdotes qu'aux beautés abstraites de l'architecture. Alors, dans son article « Le veau, l'espace d'un songe, le poème et le lieu », Florence Dumorat, quant à elle, relève les aveux de La Fontaine à propos de, je cite, « son incompétence de descripteur », écrivant qu'il proclame son ignorance en matière d'architecture, qu'il avoue une absence naturelle d'esprit d'observation et récuse les plaisirs de la description savante ou ornée. Alors, ces traits d'un tempérament du poète sont aussi bien sûr des choix esthétiques. Ils esquissent un art poétique que Florence Dumorat, à propos de la description du château de Richelieu, résume ainsi. La Fontaine, écrit-elle, met en avant le regard poétique, c'est-à-dire subjectif et distrait, porté sur le lieu et les œuvres. Alors, ce regard poétique, subjectif et distrait informe bien la description que La Fontaine donne du château d'Amboise. Mais ce qui la distingue des descriptions de Blois et de Richelieu, c'est que le regard poétique y est d'emblée un regard concerné par le sort du surintendant. Elle est le seul passage de la relation où La Fontaine déplore explicitement le sort de Fouquet, passage qui constitue également les lecteurs de la relation eux-mêmes en amis du surintendant. Bon, il faut peut-être préciser qu'en 1663, le sort de celui-ci n'est pas encore tranché. La lettre 4 est écrite à Châtellerault et datée du 5 septembre 1663. Elle commence par l'arrivée des voyageurs à Amboise. Nous arrivâmes à Amboise d'assez bonne heure, mais par un fort mauvais temps. Je ne laissai pas d'employer le reste du jour à voir le château. De vous en faire le plan, c'est à quoi je ne m'amuserai point, et pour cause. Vous saurez sans plus que de vers la ville, il est situé sur un roc et paraît extrêmement haut. Vers la campagne, le terrain d'alentour est plus élevé. La précision météorologique par un fort mauvais temps souligne la détermination de l'épistolier à employer le reste du jour à voir le château. Le refus du plan, comme celui de la description ou de particulariser, est un des traits récurrents de la relation. Mais les raisons du refus ou de l'impossibilité du plan sont peut-être aussi à chercher dans le fait que voir le château n'est pas équivalent au fait de le décrire. À Amboise, le désir de voir se trouve lié à des circonstances particulières qui diffusent dans le texte, mais ne sont explicitées qu'à la fin de la visite. La Fontaine décrit donc dans la phrase suivante l'aspect général du château et surtout la forte impression qu'il produit sur le voyageur qui entre dans la ville. Vous saurez sans plus que de vers la ville, il est situé sur un roc et paraît extrêmement haut. Vers la campagne, le terrain d'alentour est plus élevé. L'épistolier donne 2 points de vue sur le château. Le premier favorise l'impression qu'il produit sur le nouvel arrivant, hauteur, fermeté, aspect de forteresse imprenable. On pénètre ensuite dans l'enceinte du château avec La Fontaine. Le refus du plan permet de mettre en valeur les, je cite, 3 ou 4 choses fort remarquables que l'épistolier distingue alors. Un bois de serre et les tours heurtaux et des minimes. C'est là, peut-être, que l'on peut dire avec Claude Mignot que La Fontaine se comporte en touriste avant l'heure, quoiqu'il fasse davantage qu'admirer le bois de serre et les 2 tours. Il confirme et redouble la réputation du bois de serre par une insertion poétique plaisante qui fait l'hypothèse d'un cerf antédiluvien. Quant aux 2 tours, elles renforcent ici l'impression de hauteur et de fermeté du château. Je cite, « Ce que je remarquais encore de singulier, ce furent 2 tours bâties en terre comme des puits. On a fait dedans des escaliers en forme de rampe par où l'on descend jusqu'au pied du château, si bien qu'elles touchent, ainsi que les chaînes dont parle Virgile, d'un bout au ciel, d'autre bout aux enfers. Je les trouvais bien bâtis, et leur structure me plut autant que le reste du château nous parut indigne de nous y arrêter. Il a toutefois été un temps qu'on le faisait servir de berceau à nos jeunes rois. Et véritablement, c'était un berceau d'une matière assez solide, et qui n'était pas pour se renverser si facilement. Les tours prennent donc des proportions un peu vertigineuses, avec la citation que La Fontaine emprunte à Virgile et que l'on retrouvera dans Le Chêne et le Roseau. La citation associée aux tours inscrit donc, de façon fugace, dans la lettre,
le motif de la grandeur déchue, du sommet et de la chute. Le refus de s'arrêter au reste du château est l'occasion d'une précision historique. Le château d'Amboise a servi de berceau à nos jeunes rois. Mais de nouveau, la mention du berceau est associée à l'idée de solidité. Ce qui est peut-être suggéré par petites touches, c'est que ce n'est pas la fonction de berceau que le château d'Amboise assure le mieux, dans l'esprit de La Fontaine, mais bien celle de prison. La dernière des choses remarquables que décrit l'épistolier est la vue depuis la plateforme du château, magistralement commentée hier par Damien Fortin. Je cite « Ce qu'il y a de beau, c'est la vue. Elle est grande, majestueuse, d'une étendue immense. L'œil ne trouve rien qui l'arrête, point d'objet qui ne l'occupe le plus agréablement du monde. On s'imagine découvrir Tours, bien qu'il soit à 15 ou 20 lieues. Du reste, on a en aspect la côte la plus riante et la mieux diversifiée que j'ai encore vue, et au pied d'une prairie qu'arrose la Loire, car cette rivière passe à Amboise. » Le début de la lettre 4 est traversé par un désir de voir. Ici, la vue depuis le château donne moins lieu à une description qu'à une forme d'échappée du regard et au libre essor de l'imagination. On s'imagine découvrir Tours, bien qu'il soit à 15 ou 20 lieues. La peinture que La Fontaine donne finalement de la vue est proprement bucolique. Ce paysage riant qu'arrose une rivière fait songer à un paysage du forêt de l'Astrée. Et c'est ce plaisir pris à la vue où l'œil ne trouve rien qui l'arrête qui amène dans la lettre 4 la pensée du pauvre monsieur Fouquet. Je cite « De tout cela, le pauvre monsieur Fouquet ne put jamais, pendant son séjour, jouir un petit moment. On avait bouché toutes les fenêtres de sa chambre et on n'y avait laissé qu'un trou par le haut. » Dans la relation, Fouquet est d'emblée le pauvre monsieur Fouquet. L'épistolier et sa lectrice, ses lecteurs, sont invités à plaindre son sort. En outre, la plainte qui conclut la visite du château d'Amboise invite à relire la logique de la progression de la lettre qui se faisait apparemment au gré des choses remarquables admirées par le voyageur. En effet, ce que La Fontaine a pris plaisir à voir en visiteur et ce qu'il a fait voir au lecteur devient ce que Fouquet a vu ou n'a pas pu voir. Fouquet, en effet, a dû voir l'aspect général imposant de sa prison, le château d'Amboise. Mais il n'a pas eu le loisir d'en admirer les choses remarquables, lui pourtant si sensible aux beautés architecturales. Il n'a pas pu, enfin, s'échapper par le regard en contemplant la vue alentour, du fait des conditions d'incarcération sévères que La Fontaine vient de décrire. Et la pensée de Fouquet suscite un nouveau désir de voir chez l'épistolier. Voir la chambre où Fouquet a été tenu captif. Je cite « Je demandais de la voir. Triste plaisir, je vous le confesse. Mais enfin, je le demandais. Le soldat qui nous conduisait n'avait pas la clé. Au défaut, je fus longtemps à considérer la porte et me fis conter la manière dont le prisonnier était gardé. Je vous en ferai volontiers la description, mais ce souvenir est trop affligeant. » Dans cet extrait, l'adresse à la lectrice ou au lecteur, dont il n'y avait plus de manifestation depuis le début de la visite du château, fait retour. C'est que le plaisir paradoxal des larmes que La Fontaine se promet et promet à ses lecteurs nécessite un rappel de la scène d'interlocution. La plainte demande à être entendue. Mais ce triste plaisir est apparemment dérobé, puisque la vue de la chambre est refusée. Nous restons avec La Fontaine à considérer la porte. Ce n'est pas la première occurrence de cette situation dans la relation d'un voyage. Dans la lettre 3, on a vu La Fontaine à Blois, regrettant de n'avoir pu entrer dans la chambre où Gaston d'Orléans est mort. Une telle situation a également un modèle littéraire. Alors je veux parler de l'amant qui se plaint devant une porte fermée dans les élégies et plus généralement la littérature érotique grecque et romaine. Ici cependant, un récit prend la place de la vue refusée. La Fontaine se fait conter la manière dont le prisonnier était gardé, sans doute par le soldat qui les a escortés jusqu'à la chambre. Il est donc question cette fois de ce que La Fontaine ne verra pas et que Fouquet est seul à avoir vu. Je vous en ferai volontiers la description, écrit La Fontaine, mais ce souvenir est trop affligeant. Ce refus de décrire appelle au moins 3 remarques. La première, c'est que la manière dont le prisonnier était gardé a déjà été décrite précédemment, ce qui prouve que ce que La Fontaine a appris des conditions de détention de Fouquet informe bien tout ce qui précède. La seconde remarque, c'est que nous nous trouvons là devant un nouveau refus de décrire, mais qui ne relève pas des raisons habituellement alléguées dans la relation d'un voyage, comme la peur d'ennuyer ou l'absence de mémoire. Ici, le refus ou l'impossibilité de décrire
tiennent à des raisons proprement pathétiques et soulignées comme telles. La troisième remarque est une question. Si la description de la détention de Fouquet constitue un souvenir trop affligeant, quel statut donner à l'insertion poétique qui suit, et dont les vers, comme l'a montré hier Agnès Cousson, redisent l'impossibilité de la description. Je cite. « Qu'est-il besoin que je retrace une garde aux soins non pareils, chambre murée, étroite place, quelque peu d'air pour toute grâce, jour sans soleil, nuit sans sommeil, 3 portes en 6 pieds d'espace. Vous peindre un tel appartement, ce serait attirer vos larmes. Je l'ai faite insensiblement, cette plainte a pour moi des charmes. » Cette insertion poétique est placée sous le signe d'une triple prétérition. L'effet en est de souligner la réticence de l'épistolier, et donc de traduire son affliction et celle que doit susciter le texte, tant par ce qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas. Il est demandé de s'affliger sans que davantage de preuves soient nécessaires. Pourtant, une description en vers est bel et bien donnée, comme un équivalent poétique au triste plaisir de voir la chambre qui a été refusée. S'agit-il pourtant à proprement parler d'une description ? En voici de nouveau les termes. Une garde aux soins non pareils, quelque peu d'air pour toute grâce, jour sans soleil, nuit sans sommeil. Ne s'agit-il pas là de motifs ou topoi de la poésie carcérale, de ce que la poésie peut produire en termes de peinture de prison, comme le référent de la peinture de la vue depuis la plateforme du château était moins le paysage lui-même que les éléments d'une pastorale. En somme, doit-on attribuer à ces vers la moindre vraisemblance mimétique ? Sans céder par principe à un réflexe trop référentiel, on pourra faire remarquer d'abord que ce que décrivent les vers coïncide avec ce qui a été décrit en prose auparavant, tout en l'amplifiant. On passe par exemple d'1 à 3 portes. En outre, qu'a-t-on dit une fois que l'on a reconnu des motifs, des topoi ? J'en viens là à quelques éléments de conclusion. Si l'on a reconnu le topos poétique, mais que l'on refuse la pauvreté d'expérience en laquelle il se résout trop souvent, à quel type d'expérience de lecture peut donner lieu la plainte poétique de La Fontaine et à quelles conditions ? Reprenons les 4 derniers vers de l'insertion poétique. Vous peindre un tel appartement, ce serait attirer vos larmes. Je l'ai faite insensiblement, cette plainte a pour moi des charmes. Cette plainte désigne la plainte de La Fontaine dans la lettre 4, depuis le pauvre monsieur Fouquet jusqu'à la fin de l'insertion poétique. Et ces charmes, si l'on ne s'arrête pas justement à leur caractère topique, on peut se rendre sensible au fait qu'ils ont des effets qui se perpétuent dans ce qu'on pourrait appeler le réel de la prose, puisque La Fontaine conclut ainsi « Sans la nuit, on n'eût jamais pu m'arracher de cet endroit ». Alors cette espèce d'envoûtement rappelle au lecteur de la relation ce qui se produira dans une des allées des jardins du château de Richelieu, dans la lettre 5. La Fontaine s'y attarde pour composer des vers. Alors je cite « Je serais encore au fond de l'allée où je commençais ces vers, si monsieur de Châteauneuf ne fût venu m'avertir qu'il était tard. » Donc, comme dans la lettre 4, cette forme d'oubli de soi se produit après une insertion en vers. Mais le « je serais encore » des jardins de Richelieu n'a pas la charge pathétique de « on n'eût jamais pu m'arracher de cet endroit du château d'Amboise ». Les charmes dont il est question sont bien ici ceux de la plainte poétique. Enfin, le démonstratif cette plainte désigne aussi les larmes que l'épistolier vient insensiblement d'attirer chez sa lectrice et ses lecteurs. La plainte plaît encore en tant qu'elle dessine un collectif ayant en commun le même objet de pitié. Un collectif de lecteurs sensibles ou encore sensibles au malheur de l'ami dont témoigne le lieu, ou plutôt, puisque la vue du lieu est refusée, les vers de La Fontaine. L'adverbe insensiblement, qui signifie peu à peu, traduit la délicatesse dont La Fontaine fait usage dans son texte pour, je cite, « intéresser d'autres personnes aux souffrances du malheureux », pour reprendre les termes de Luc Boltanski dans La souffrance à distance. Dans cet ouvrage, où Boltanski définit une politique de la pitié, il donne la description d'une parole qui, je cite, « doit rapporter à autrui d'un même mouvement ce qui a été vu et la façon dont le spectateur s'en est trouvé personnellement affecté et concerné ». Pas de dénonciation ni d'accusation dans la relation d'un voyage, donc. Mais un épistolier qui intéresse d'autres personnes aux souffrances du malheureux et à sa propre pitié pour l'ami. Le don d'être ami se prouve dans ce partage de la pitié et la plainte est reconnue comme l'une des modalités de ce lien. Ponctuellement, certes, mais sensiblement. Si toutefois, on ne retourne pas les charmes de la plainte poétique contre eux-mêmes
en les décrivant comme un répertoire de figures attendues ou en ne les mesurant qu'à l'aune des charmes de la gaieté. Je vous remercie. Merci beaucoup Eva pour ces